les habitués sont là. Alors, salut Elia, salut Antoine, salut For the Game, Brocoli User, salut Farid, Yanninou, Bouffe ton alias, ça se prononce comme ça? Salut, bienvenue dans le chat, je te laisse me corriger si c'était pas la bonne prononciation. Salut Okomari, salut Big, Papanard, Don Pollux, JL85, VVP42, Better Auteur, Enigma, Geek des Plaines, OB. Bonjour à tous, ce que j'ai oublié, Meilleur des Espoirs, Meiforo, Freebird, Corsen, MGR Léo, bienvenue dans le chat, Lobby du Sandwich, bienvenue dans le chat. Marcius, Barbure, Camphivirus, Rigolocation, Rogine, Vandal, bienvenue à tous, bonjour, bon matin, bon réveil. J'espère que c'est pas trop dur. Host politique est en panne, tu risques d'avoir du monde. Et bah, bienvenue si jamais, si jamais vous venez de chez Host. Vous êtes les bienvenus ici, en attendant qu'Host règle ses problèmes techniques. Adèle est dans le chat, salut Adèle. Adèle qui viendra nous faire un petit coucou tout à l'heure. Adèle qui est notre journaliste responsable des images, Adèle Bello, documentaliste, monteuse, beaucoup de casquettes Adèle. Et elle fait notamment tous les montages que vous voyez dans les émissions. Et alors pour ceux qui étaient là hier, dans la dernière émission, il y a eu un petit souci avec un des montages, qui était un peu trompeur pour nos invités. Et donc on a, comme j'expliquais hier, on a... Excusez-moi, je vais régler mon petit problème de tout. Une seconde. Voilà. Comme je l'expliquais hier, on a inséré dans l'émission un petit message à la fois audio et écrit pour indiquer aux gens qui regardaient l'émission qu'il y avait un petit problème avec l'un des montages et on a diffusé la version complète. Donc j'en ai parlé un peu rapidement hier et Adèle était dans le chat et malheureusement je l'ai pas vu mais on a fini le stream un peu vite. Elle était en train d'expliquer ce qui s'était passé, elle voulait vous en parler de vive voix, donc elle sera là d'ici 1 heure à peu près en visio pour nous raconter un peu ça et puis nous parler un peu de comment on fait les montages dans l'émission et de son travail. Salut les Torigo, salut Léo Locolo, bien joué dans ce chat. Bien joué le raid chez Host hier, j'ai découvert l'existence de cette chaîne comme ça, et bah très bien. Salut Daimon, bienvenue à tous, salut Simon the Beach. Alors comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu que Emmanuel Macron est à Marseille? Est-ce qu'il y a des Marseillais dans le chat? Ça m'intéresse. Je serais curieux de savoir ce qu'ils pensent de cette visite. J'ai ma petite idée, mais bon, sait-on jamais. On va avoir des surprises. Farid de Musset et Marseillais. Eh ben, très bien. Salut Jean-Charles. Salut Gélob. Salut Schlolv. Marseillais en déprime ici. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette visite? Qu'est-ce que vous attendez d'une visite présidentielle à Marseille? Salut JB Fox. Qu'il rentre à Paris si c'est pour des petites phrases inutiles. Salut ma voisine. Ah, ça y est, les Bretons ont débarqué dans le chat. De Macron, à part des gesticulations, rien. J'attends qu'il rachète l'OM. C'est pas pour demain, je pense. Salut Folvega. Grand foutage de gueule. Mais Altru, je vais pas dire ce que j'attends d'une visite présidentielle à Marseille. Alors, bon, je vais vous parler de Marseille. Alors, il n'a pas de chance, Emmanuel Macron, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais donc il y avait un immense plan com, hein, il passe 3 jours à Marseille, il visitait le nouveau chantier des Baumettes, il parlait des écoles, il parlait du trafic de drogue, il a annoncé sa nouvelle réforme qui va permettre maintenant de payer ses amendes par carte bleue, pour les consommateurs de cannabis notamment. Les casseroleurs ont été enfermés dans une école. Eh ben, on va en parler dans 5 minutes, Elia. Salut Karamazov, salut l'Orange. Donc, Emmanuel Macron, il est à Marseille, mais bon, il a pas de chance parce qu'il a été un peu éclipsé. Il a été un peu éclipsé hier parce que Prigojine a parlé après sa tentative de
prise de Moscou, on sait plus trop ce que c'était, mais enfin bon bref. Et du coup sur les chaînes d'infos, il a été un peu éclipsé, Emmanuel Macron. J'ai regardé hier, il n'y a pas eu grand chose finalement, il y a eu quelques petits points d'étape, mais typiquement je pense qu'un jour normal, on aurait eu les directs où on le suivait en déambulation dans la rue, sur le Vieux-Port, etc. Là, il y en a eu quand même beaucoup moins. Little Poisson, il a l'air en campagne électorale. Bah oui, alors avec la particularité que lui ne peut plus se représenter, hein, il l'a dit d'ailleurs. Il a dit que son objectif n'était pas 2027, on avait envie de lui répondre que de toute façon il pouvait pas. Donc salut les gauchias, salut Elodie, bienvenue. Donc ouais, il a toujours l'air en campagne, et donc déjà, première chose, oui, en effet, quand il y a eu des articles hier disant Emmanuel Macron ne vise pas 2027, mais on a envie de dire, mais de toute façon, il peut pas viser 2027, donc quelle drôle d'idée. Aujourd'hui sur France Info, Macron n'était que le second titre. Oui, mais hier c'était pareil, et d'ailleurs dans les JT, pareil. Et donc, je voulais vous montrer ce qu'a fait le JT d'M6. Pas que ça soit particulièrement intéressant, mais ça va être intéressant pour la suite. Encore que, quand même, M6 est la seule chaîne de ce qui a été dit dans les JT hier, et la seule chaîne à avoir pointé quand même que tout ça ressemblait à une vaste opération de communication, même si leur reportage est un peu à double... j'allais dire double tranchant. Je vous montre ça. Hop. Attendez, que je reprenne le bon timecode. Hop. Voilà, son affection est sincère et surtout c'est un faiseur. Et il a dit... Ah, mais on n'a toujours pas de... Toujours pas. Oui, on peut pas streamer M6, c'est vrai, j'avais oublié ça. Bon, bah écoutez, je vais vous faire écouter le son. Hein. Ça ira. C'est le son qui est important, de toute façon, je vous dirai. De cette nouvelle visite présidentielle sur le Vieux-Port, les Marseillais n'auront pas vu grand-chose. Tenus à distance à 400 mètres de la mairie, pas franchement la meilleure entrée en matière pour ce déplacement. Il ras-le-bol, le président. J'aurais aimé aussi qu'il s'approche un peu, qu'il vienne voir un peu son peuple, entre guillemets, voilà. S'il passe pas là, vous êtes qui nous fatigue à la santé. Ouais. Marseille, ville de cœur d'Emmanuel Macron. En 2016, il y organise son premier meeting. Il y est revenu une dizaine de fois depuis. C'est ici qu'il va passer les 3 prochains jours. De l'inédit pour une visite officielle, rappelle l'Élysée. Son attachement, il le doit à son amour adolescent de l'Olympique de Marseille. Le temps n'a fait que le conforter, comme le rappelle celle qui a passé la journée à ses côtés, la députée et amie du couple présidentiel, Sabrina Agresti-Roubache. C'est un président qui a compris Marseille. C'est quand même celui qui investit le plus, qui fait. Voilà, son affection est sincère et surtout c'est un faiseur. Et il a dit, j'arrive dans un temps de bâtisseur. Un bâtisseur qui entend changer le quotidien des habitants avec un plan à 5 milliards d'euros, sécurité, logement, école et pour l'emploi dans la cité des Campanules. À la mère d'un demandeur d'emploi, il donne une coloration locale à une solution déjà formulée en 2018. Quand j'étais plus jeune, je traversais la rue. On descend ensemble, on fait le tour du port. Je serais surpris qu'il n'y ait pas un restaurant ou un café qui ne cherche pas. L'attention portée par le président à Marseille, tout simplement une obligation pour l'opposition. Macron et Marseille, il n'y a rien. Il y a juste un président de la République qui s'occupe de son pays. C'est tout. Malgré les investissements pour le moment de l'État, il va falloir surinvestir encore pour cette ville car depuis des années, elle a été abandonnée. Avec son plan Grand Marseille, Emmanuel Macron s'est lancé un grand défi. Si son laboratoire de la Macronie en terre phocéenne marche, il pourra alors l'afficher comme une des réussites de son mandat. Voilà, bon alors désolé, la prochaine fois, il faut que je pense la prochaine fois quand c'est M6 ou TF1 à télécharger la vidéo pour vous la montrer. Salut Harryman, salut Bratatak. Alors, traverser la fameuse rue, il peut pas s'en empêcher. Ouais, bah oui, il a refait son petit... Bonjour, salut Toto. Il nous a refait son petit gimmick de si vous voulez trouver un boulot, il suffit de se bouger un peu. En l'occurrence, il l'a adapté à Marseille, puisque c'était sur le Vieux-Port. Salut Yazni, bonjour. Pourquoi l'État intervient localement comme ça, nous demande l'Orange. Alors pourquoi parce que Marseille, en effet, Emmanuel Macron en a fait très tôt
cheval de bataille, on va dire, notamment parce que la drogue. Parce que Marseille est une ville qui a certes des problèmes avec le trafic de drogue, mais c'est pas la seule en France. Mais bon, c'est principalement pour ça, hein, parce que ça permet d'appuyer aussi son programme sécuritaire. Le tour du port pour 10 emplois, ouais, c'est ça. Règlement de compte à répétition. Alors du coup, ça c'était l'angle de TF1. TF1, ils ont fait un reportage là-dessus, sur le trafic de drogue. France 2, ils étaient sur les écoles. Ils ont fact-checké les promesses de Marseille sur les écoles. Et parce que Marseille est à gauche, oui, aussi, bien sûr. Parce que Benoît Payan, le maire de Marseille, est socialiste. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, je sais pas si, du coup, bon, c'était un peu moins évident en image, mais au début du reportage, M6 dit en gros que les habitants ont été tenus à l'écart. Et c'est vrai que sur les images, on voit que le Vieux-Port est un peu fermé. Les alentours de la mairie de Marseille sont bloqués complètement aux habitants. On entend des gens se plaindre. Mais par contre, la suite est assez, comment dire, normale dans le reportage d'M6. Mais je voulais quand même vous montrer quelque chose. J'ai essayé de vous sortir une capture d'écran. Parce qu'il y a un passage intéressant dans le reportage d'M6. Bon, je vais pas y arriver, je sais pas pourquoi. Ça ne marche plus, c'est pas grave. Je vais vous montrer autre chose du coup. Alors, tac. Hier, il y avait évidemment beaucoup de journalistes sur place. Et notamment un journaliste de France Inter qui s'appelle Maxence Lambrec. Et qui donc suivait Macron dans ses déambulations marseillaises. Et donc il a filmé notamment un passage d'Emmanuel Macron à la cité de la Gardanne. Tac, voilà, je vous affiche ça. Et donc Maxence Lambrec nous dit aucun habitant n'a le droit de sortir de son immeuble, les CRS gardent à chacune des portes, quartier de la... c'était pas la Gardanne, c'était la Busserine, pardon. Quartier de la Busserine à Marseille. Et quand on regarde les images de Maxence Lambrec, en effet, on voit que des CRS gardent effectivement les portes à la Busserine. Ça a été confirmé par d'autres journalistes sur place. Qui ont aussi tweeté en disant que... Alors, ils étaient moins affirmatifs, mais ils disaient que visiblement, les habitants n'avaient pas le droit de sortir de chez eux. Ce qui, évidemment, garantit une marche déambulation paisible dans les rues. Deuxième tweet de Maxence Lambrec, donc ça c'était hier soir, vers 18h. Pour le coup, bel arrêt sur image. Farid, c'est une immense cité en plein quartier nord. Oui, voilà, exactement. Merci Farid pour ces précisions. Et donc Maxence Lambrec qui poursuit et qui dit aussi que quelques manifestants avec des casseroles criant Macron démission ont été maîtrisés et placés dans le centre scolaire avant le passage d'Emmanuel Macron. Là encore une fois, histoire de s'assurer que la promenade se passe bien pour les caméras. Mais alors, ce qui est, j'allais dire, dommage d'avoir fait tout ça parce que on n'a pas vu beaucoup ces images dans les JT hier. Je vous dis, M6 a passé une partie de ces images-là. On voit cette marche-là, notamment, on voit Samia Ghali, etc. Mais c'était ce qu'on appelle en off, c'est-à-dire, en fait, il y avait une voix off par-dessus. On ne regardait pas vraiment les images, c'était plus des images d'illustration du sujet. Marseille Potemkin, ouais, c'est un peu ça. Et donc, dernière remarque de Maxence Lambrec, qui dit pour espérer lui serrer la main, donc Emmanuel Macron, il fallait passer un contrôle d'identité et rester derrière des barrières dans la rue voisine. Bon, ça c'était un peu ce qu'on voyait sur les images d'M6, que vous n'avez pas vu, donc vous avez vu que le son. Mais c'était un peu la même chose à l'arrivée à la mairie de Marseille, où on voyait les habitants qui étaient parqués à 100 mètres derrière des barrières. Alors évidemment, bon, la question c'est quelle est la limite entre la sécurité et l'impératif de sécurité, parce qu'évidemment c'est le président de la République qui en plus est avec beaucoup d'autres élus, et la volonté aussi d'avoir des images d'Emmanuel Macron qui communie avec Marseille dans la paix, la bonne humeur et la joie. Typiquement, là on est un peu au-delà de la limite quand même, parce que quand on interdit aux gens de sortir de chez eux, bon... On a du mal à comprendre comment il pourrait garder un bon souvenir ensuite de la visite. Golgot, bonjour, je prends en cours de route, mais la loi française permet d'imposer aux habitants de quelque endroit que ce soit de rester chez eux sous prétexte qu'un homme politique se déplace, ça ne me fait pas penser à des principes démocratiques.
Alors moi je pense que c'est le prétexte sécuritaire hein, qui est invoqué. On voit quand même qu'il y a un fossé avant et post-retraite. Oui, c'est sûr. C'est sûr, et d'ailleurs, alors, c'est sûr, mais en même temps, je vais me contredire moi-même tout de suite, c'est pas non plus la première fois que ça arrive, du tout, pendant le mandat d'Emmanuel Macron, et d'ailleurs, à Marseille, déjà, en 2021, je vous le mets là, ils avaient déjà comme ça... alors, c'était pas à l'époque fermé, mais ils avaient complètement nettoyé un quartier. C'était la cité Brassens à Marseille, et à l'époque, donc, plein d'habitants avaient raconté, alors là c'était BFM, mais Libé l'avait raconté aussi, que en fait, la veille ou l'avant-veille de la visite, des entreprises de nettoyage étaient venues faire le ménage, tout bêtement, pour que la cité soit bien propre pour la visite. Bien le bonjour, je découvre le stream. Eh ben, bienvenue, cher Pas des Neiges. Tous les matins, du lundi au jeudi, à 7h15, on fait une revue d'actualité, critique des médias. Et voilà, on prend 2-3 sujets d'actu qu'on essaie de décrypter, on en discute ensemble. Questions dans le chat, j'essaye d'y répondre. Installez-vous. Donc voilà, la cité Brassens à Marseille, déjà en 2021, c'était ça. Et l'idée, c'était de dire, le président va venir, donc évidemment, on va pas le faire marcher au milieu des déchets éventuels, des décharges publiques. Bon, Brassens, oui, j'arrête pas de dire Brassens, pardon. C'est le réflexe. Heureusement que Farid est là pour me corriger. Todd Thomas, salut. Elia, ouais, Brassens, ça y est, j'ai retenu l'info. Je ne ferai plus la bêtise. Blabalo, bonjour. Et donc à l'époque, sauf qu'à l'époque, les habitants avaient dit, bah vous êtes gentils, mais en fait, nous, c'est tous les jours que c'est comme ça. Donc c'est pas parce que Macron vient qu'il faut nettoyer notre quartier, c'est tout le temps qu'il faudrait le faire. Et donc évidemment, on a toujours ce genre de... Salut Onan, j'ai cru que t'étais pas là ce matin, j'ai eu peur. On a toujours ce genre d'image. C'était arrivé aussi au... Alors bon, c'est un peu différent, mais c'est arrivé aussi au Cameroun pendant une visite officielle. Le pouvoir camerounais avait été accusé de carrément raser des parties de bidonville pour laisser passer le convoi d'Emmanuel Macron. Eux avaient plaidé la question sécuritaire. Bon, c'est une situation un peu différente. En ce moment, la vague des règlements de compte se font dans la cité d'à côté, le paternel des dizaines de morts. Alors, Emmanuel Macron, c'était l'une des étapes de sa visite à Marseille, c'était de rencontrer des familles qui avaient perdu des proches dans des règlements de compte liés à la drogue. Alors, je crois que ça s'est fait sans caméra, sans micro, sans rien. C'était du off, on va dire. C'était l'une des étapes, ouais. Forcément. Je sais pas si un président de la République peut aller à Marseille sans parler de trafic de drogue. Mais voilà. Donc il y avait ça, il y avait le chantier de la nouvelle prison des Baumettes, il y avait les écoles, évidemment. Il y avait des images assez impressionnantes hier dans le JT de France 2 de certaines écoles marseillaises qui sont dans un état de délabrement assez terrible. Et notamment, il y avait des parents qui racontaient que leurs enfants n'allaient plus aux toilettes. Ils se retenaient d'aller aux toilettes à l'école tellement c'était insalubre. Donc voilà, sur cette petite visite Potemkin. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que donc Maxence Lambret, qui travaille pour France Inter, comme je vous disais, donc lui, il a repéré ça. Et au même endroit que lui, il y avait Léonard Attal, qui travaille pour TF1, qui a fait lui aussi un tweet. Et alors lui, un peu moins critique. Elia, pour avoir bossé dans ces écoles, c'est vraiment rude et ça ne date pas d'hier. Bah raconte-nous un peu, Elia, tiens, si t'as le temps et si t'as envie. En quelques lignes. Il est temps de se réveiller, la situation des écoles à Marseille, ça date au minimum d'une décennie. Oui, bien sûr. Non, donc juste pour vous montrer ça, donc Léonard Attal, qui est journaliste pour TF1, qui était au même endroit que Maxence Lambret hier, enfin qui suivait la même déambulation. Hein, Bon, et lui, il a noté moins de problèmes quand même. Il a noté quelques Macron d'émission, mais quand même des câlins. Et c'est vrai, hein, on voit aussi que Macron fait des bains de foule avec des gens qui sont visiblement contents de le voir. Mais pas de mention en tout cas de gens enfermés chez eux ou bloqués par des CRS. La précédente municipalité voulait les faire rénover dans le cadre d'un PPP. Bah oui, ça n'a pas été fait.
visiblement. En tout cas, des images qu'on a vues hier dans le JT de France 2, c'était assez terrible, quoi. Je parlais avec le directeur de l'école de la deuxième chance en 2001, il me disait que le taux d'élèves qui sort du système sans diplôme est supérieur à celui de New York dans les années 80. Ah ouais, quand même. 10% de la population qui a voté pour lui, ça fait un dixième. Oui, bah oui. C'est à peu près ça. Salut Sylvain, bienvenue. Elia, j'y ai bossé entre 85 et 95, c'était déjà difficile. Je rappelle que les bâtiments communaux sont du ressort des mairies. Je parle bien des écoles. Les écoles sont sous la responsabilité locale. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, ce qui est... Enfin, c'est là qu'on voit aussi l'angle choisi pour la visite. Hein. Ce qui a été le plus diffusé, je pense, hier, c'est la nouvelle mesure sur le paiement des amendes liées à la drogue. Et parce qu'en fait, Emmanuel Macron a fait un discours sur le chantier des nouvelles Baumettes, enfin de la nouvelle prison des Baumettes, devant des ouvriers, etc. Et donc c'est là qu'il a fait son annonce, et donc forcément ça fait des images, et puis ça retient l'attention, hein. C'est le genre d'annonce qui va plaire, parce qu'on peut la décrypter, on peut savoir si ça marche. D'ailleurs, hier, quasiment tous les JT l'ont fait. Je crois que c'était d'ailleurs la seule mesure qui a été retenue, pour l'instant en tout cas, de cette visite à Marseille. Et tous les JT ont interrogé des syndicalistes policiers pour savoir s'ils le faisaient, pour savoir s'ils allaient le faire, comment ça marche, est-ce qu'on peut pas, etc. Les régions ne font rien pour les écoles, les collèges et lycées reçoivent des enfants d'autres communes, ça serait normal que la région participe. Alors les lycées sont de la responsabilité de la région, je ne dis pas de bêtises. Écoles et collèges, il me semble que c'est les municipalités. Mais s'il y a des spécialistes dans le chat, n'hésitez pas à me détromper. Collège et département, ouais, c'est ça. École, ville, collège, département, lycée, région. Merci à ceux qui m'ont corrigé. Et bienvenue dans le chat à 2020 et 3615 Cogip. Marseille est un gouffre financier au point que lorsqu'a été mis en place Marseille Métropole, la maire d'Axe a vite dépensé le fric pour sa ville, sinon ça partait dans le gouffre. Sachez que les problèmes de délinquance liés au trafic de stupéfiants, ça arrive même à la campagne dans des petites villes. Je vis à Vesoul, en face du palais de justice, et depuis plusieurs mois, les résidents du petit immeuble dans lequel je vis font face à un dealer actuellement en instance d'expulsion qui crée du tapage de jour comme de nuit en mettant de la musique et en faisant claquer la porte dès qu'un client passe. Oui, oui, bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que Marseille n'est pas du tout la seule ville, ni grande, ni moyenne, ni petite d'ailleurs, à avoir des problèmes avec la drogue. Non, ce que je disais, c'est que quand on va à Marseille, quand on est président de la République et qu'on va à Marseille, c'est un peu un passage obligé, quoi, de parler du trafic de drogue. Alors que il y a plein d'autres choses dont il faudrait discuter à Marseille, mais voilà. Donc, bon, tout ça pour vous dire que sur cette visite, timing n'est pas très bon pour les communicants d'Emmanuel Macron, puisque hier, tout le monde parlait de l'Ukraine. Et donc, Karamazov, que la police puisse prélever directement les amendes en liquide, c'est problématique. Oui, c'est un peu problématique. C'est la deuxième chose. Donc, c'est l'information qui est ressortie hein, cette visite à Marseille. Pour l'instant, je vais y arriver. C'est que, donc, Emmanuel Macron, je vais vous sortir, voudrait qu'on puisse désormais payer ses amendes en carte bleue ou en liquide pour l'usage de drogue. Alors, l'article du Parisien fait un bon résumé de la mesure et de la situation. Salut Swag Maggie, bienvenue. Donc, je vous lis l'article du Parisien. Emmanuel Macron a estimé inacceptable que seulement 35% des amendes soient effectivement réglées. On a mis en place une amende forfaitaire pouvant aller jusqu'à 2500 €.
350 000 ont été dressés en France depuis septembre 2020, mais ce que nous avons constaté, c'est Emmanuel Macron qui parle, ce que nous avons constaté, c'est que comme le règlement se fait par télépaiement entre 45 jours et 60 jours, nous avons un taux de recouvrement de 35%, et c'est en dessous de la moyenne à Marseille, nous devons trouver les moyens d'être encore plus efficaces. Donc 35%, ça veut dire que 65% des amendes ne sont pas payées. Par le passé, les petits délits n'étaient pas suivis de conséquences et classés sans suite. Alors le Parisien ajoute que l'idée, c'est aussi de désengorger les tribunaux. Donc, on arrive dans le dur. Comment se fera le paiement de cette amende? Salut Wendigo. Les flics vont ensuite se faire braquer par les dealers. Alors, on verra ça, mais bon. Donc, au même titre qu'une infraction routière pour mauvais stationnement ou excès de vitesse, il sera possible de payer l'amende immédiatement sur le lieu de l'infraction. C'est dans cet objectif que les équipes de police et gendarmerie seront pourvues de terminaux de paiement bancaire. Donc ça, c'est tout bêtement la machine à cartes. On a commencé à équiper les agents de 5000 terminaux de paiement, a ainsi précisé Emmanuel Macron. Toutefois, et c'est important évidemment, payer instantanément implique de reconnaître l'infraction. Par la suite, il n'est donc pas possible de contester la contravention. Ça veut dire que donc, si vous payez, vous reconnaissez que vous êtes coupable. Tout court. Ce qui, en termes de droit, pose quelques questions. Quel est le montant de l'amende? Alors, défini en fonction du nombre de jours suivant l'infraction, l'amende s'élève à 200 €, mais elle est minorée à 150 si elle est payée dans les 15 jours et majorée à 450 si elle n'est pas payée dans les 45 jours. Donc, concrètement, plus vous payez vite, moins c'est cher. Au-delà, l'usager a encore une peine plus lourde jugée par un tribunal, selon une loi appliquée depuis 1970, au maximum 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Qui va contester face à 2 officiers de police? C'est un peu la question. C'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez reconnu, et dans quelles conditions vous reconnaissez et dans quelles conditions vous payez, pas très clair. Alors, ce qui est amusant, c'est que ça fait sursauter tout le monde, même les policiers, parce que hier... Non, alors Wendigo, c'est justement ce qu'on disait, c'est ce que prévoit la mesure, c'est que si tu payes l'amende immédiatement, tu reconnais ta culpabilité. Et donc, tu ne peux plus contester ensuite. Tu reconnais l'infraction, de facto. Ça ira de Gund. Si tu payes, pas de suite. Ah bah si tu payes l'amende, t'as payé ton amende et puis c'est réglé. Mais du coup, si tu payes ton amende, tu reconnais que elle était justifiée, donc que t'étais responsable. On rappelle que pendant le confinement, des policiers ont mis des dizaines et des dizaines d'amendes pour non-respect du confinement. Certains se sont retrouvés avec des dettes de 10 000 €. Ouais, absolument. Salut, je suis au Québec et cherche à savoir si on peut vérifier qu'une nouvelle vient bien de l'AFP. Je n'ai rien trouvé sur leur site. Alors, Mylène, leur source, c'est l'AFP. Alors, Mylène, je note ta question et j'y reviens tout à l'heure si tu veux bien. Comme ça. Et si jamais j'oublie, fais-moi penser. Je suis arrivé en cours, la mesure est une obligation de paiement de suite. Non, non, pas du tout, la mesure n'est pas une obligation de paiement, c'est une mesure pour faciliter le paiement de suite. Donc c'est qu'en gros, si jamais tu veux payer ton amende tout de suite, tu pourras, puisque désormais les policiers auront une machine à carte bleue, donc tu pourras payer par carte instantanément. Mais ce faisant, tu reconnaîtras que tu es responsable et donc que l'infraction est caractérisée. Donc ensuite, tu renonces à tes droits. Enfin, tu renonces à faire appel ou à contester l'infraction, etc. Ce qui du coup pose un problème. On ne peut pas continuer à faire à l'ancienne et donner un faux nom et une fausse adresse qui va payer sur l'instant. Alors le faux nom et la fausse adresse, je pense que ça marche avec les contrôleurs dans les transports publics, mais je suis pas sûr que ça marche avec la police quand même. Parce qu'en général, la police, ils demandent les papiers d'identité.
Qui va payer sur l'instant? Bah peut-être des gens qui veulent pas, que je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Le truc, c'est que dans la rue, face à un ou plusieurs policiers, le rapport de force est pas le même. Bah évidemment, ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Pierrot le fou, les contrôleurs demandent les papiers aussi. Ah, alors j'avoue que moi, ça fait longtemps que je n'ai pas... j'ai pas essayé de tchic-tchac les contrôleurs, mais donc du coup, si j'apprends que maintenant ils contrôlent les papiers aussi, bah, ça marche plus non plus. La police a un fichier avec nous donnant quelle que soit la pièce d'identité que vous montrez. Si tu payes, ça finit sur ton casier. Alors non, les amendes ne finissent pas au casier judiciaire. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que, de ce que je comprends du chat, hein, c'est que tout le monde est un peu opposé à la mesure, même les policiers, parce que hier, dans le JT de France 2 et de TF1, et je crois d'M6 aussi, tous les syndicats étaient vent debout contre la mesure, en disant mais nous on n'est pas le trésor public, c'est pas notre boulot de récupérer de l'argent, c'est pas notre boulot quoi, de faire payer les gens comme ça. Donc Grégory Joron qui est SGP Police, syndicat classé plutôt à droite, SGP Police, c'est une fausse bonne idée, les policiers ont déjà bien assez de difficultés sur le terrain et de missions sans que l'on vienne leur ajouter une charge supplémentaire de cette nature, ce sont les services fiscaux qui doivent être renforcés. Et l'UNSA qui dit le paiement en espèces sur la voie publique est trop fastidieux en raison des contraintes liées au transport et à la gestion du numéraire. Et c'est vrai que si on commence à payer en liquide des policiers sur la voie publique, que devient l'argent liquide ensuite? Puisqu'il faut qu'ils le transportent, ça suppose qu'ils aient une sorte de fonds de caisse, ça suppose qu'ils aient de la monnaie, ça suppose qu'ils se trimballent ensuite toute la journée, ou en tout cas jusqu'à la fin de leur vacation avec de l'argent liquide sur eux. Évidemment, ça suppose que tout le monde soit très honnête dans la gestion de cet argent liquide. Je pige pas le lien problème de recouvrement et inciter à payer tout de suite. S'il y a un problème de recouvrement, c'est peut-être à cause d'autre chose. Bah oui, d'ailleurs c'est ce que disent les policiers, c'est qu'ils disent mais c'est du côté du trésor public qui est le problème, pas du côté de la police. En quoi ça va rapporter de l'argent? Ceux qui vont payer direct, c'est des gens qui auraient déjà payé en temps normal. Bah dur à dire, hein. On sait pas, c'est ça le problème. Salut Francis, merci et bienvenue dans le chat. J'espère que ceux qui payent l'amende vont demander un reçu. Alors ça aussi c'est la question, est-ce qu'il y aura un reçu? A priori oui. Mais bon, est-ce que ça sera systématique? Est-ce que ça va bien être fait? Beaucoup de questions. Macron a encore sorti une dinguerie à laquelle il n'a pas réfléchi et qui est inapplicable. Bah c'est un peu la question qu'on se pose, ouais. Quand on voit la mesure, la façon dont elle est annoncée, la façon dont elle est reçue, on a l'impression que personne n'a été consulté, encore une fois. Ce qui est étonnant, c'est que même les syndicats de police, visiblement, n'ont pas été consultés, ou alors ils jouent leur carte aussi en se plaignant et en disant bah non mais nous de toute façon on le fera pas. En fait la mesure ne correspond pas au problème. Oui il y a aussi ça, c'est ce que on disait tout à l'heure, c'est que s'il y a un problème de recouvrement, c'est au niveau du trésor public que ça devrait se passer a priori. Bientôt dans vos news, des braquages de flics en fin de journée pour récupérer la caisse. Ben c'est oui, et puis, bon, ça c'est pour le coup la vraie question. Une des vraies questions. Qu'est-ce qu'on va faire du liquide? Comment les policiers vont gérer du liquide si jamais ils ont, je sais pas moi, 20, 30, 50 amendes récupérées dans la journée? On se demande comment ça va se passer. Bon voilà. Imagine, ils font un reçu pour les paiements d'amende pour console cheat, mais pas de récépissé pour les contrôles d'identité. Imagine. Imagine, on arrive à faire ça pour la drogue, mais pas pour les contrôles d'identité, ouais. Ça va favoriser le bâtonnage, c'est sûr. Il lance ça comme ça, coup de génie dans le train, et hop, direct, 3 potes de McKinsey qui valident, et une annonce. Même les terminaux, c'est compliqué, il faut une imprimante pour les reçus, c'est trop bizarre. Oui, bah oui, et puis un terminal de carte bleue, c'est aussi pas forcément très encombrant, parce qu'il y en a des petits, mais je veux dire, bon, c'est un truc en plus à porter, quoi. Il est urgent de réfléchir à une société sans police, ouais. Ou David Douillet. Bon, alors donc, tout ça pour dire, on va clore la page marseillaise. Et puis, vraie question sur la monnaie, quelqu'un qui est OK pour payer de suite, mais qui a trop sur lui, comment ça se passe? C'est considéré comme un refus. Qui a trop, c'est-à-dire?
Ah, qui n'a pas le... devrait lui... Bah oui, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que comment ça se passe, que les policiers auront un fond de caisse sur eux, c'est... Ouais, ouais, on sait pas. On sait pas comment ça va se passer. Ça va être comme à la brocante, quand vous faites un vide-grenier, il faudra se prévoir un peu de monnaie le matin, quoi. Alors, est-ce qu'on clôt la page marseillaise? Oh, ça se trouve, on en reparlera demain, on ne sait pas, parce que demain, il va nous annoncer qu'on pourra payer autre chose en liquide. Peut-être qu'on pourra payer directement les amendes de stationnement demain. Je voulais vous parler de ce matin d'un autre sujet. Alors, on passe totalement à autre chose. Je vous préviens, sans transition. Mais une enquête hyper intéressante du Monde sur le patron de Telegram. Est-ce que tout le monde connaît Telegram? Qui s'appelle Pavel Durov. Telegram, donc, c'est une messagerie cryptée. C'est une application de messagerie censée être cryptée, secrète. Alors, Emmanuel Macron en est fan. Beaucoup de politiques par ailleurs en sont fans. Ça permet aussi de faire des boucles, donc des discussions groupées. Beaucoup de chiffré, pardon, ouais. Excusez-moi. Oui, tout à fait, on dit chiffré. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le patron de Telegram est devenu français. Alors moi, je ne connaissais pas le patron de Telegram, j'avoue, Pavel Durov. Mais surtout, il est devenu français il y a 2 ans. Et en fait, ça n'est sorti qu'aujourd'hui. Donc c'est cette enquête du Monde qui est franchement assez intéressante. Je vous mets le lien dans le chat. Hop. Où on apprend que donc Pavel Durov a été naturalisé français grâce à une procédure exceptionnelle. Comment on l'a su? Eh ben c'est lui qui l'a dit lui-même. Le 1er avril, Pavel Durov est d'humeur badine, nous dit Le Monde. En cette journée internationale des plaisanteries, le multimilliardaire raconte ceci à ses fans sur Telegram. Il y a 1 an, mon assistant m'a dit que comme j'étais devenu citoyen français, je devais changer mon nom en Durov. On a rempli le formulaire en rigolant pour franciser mon nom en Paul Durov. On l'a vite oublié, mais la demande a été acceptée et j'ai reçu mon nouveau passeport. Donc Le Monde dit 2 éléments surprenants dans ce message. D'abord, il a changé son nom très facilement, mais surtout, il est français, Pavel Durov. Et donc la question était, comment est-ce qu'il est devenu français? Sachant que donc Pavel Durov, il est né en Russie, donc il est russe, mais il avait déjà obtenu une autre nationalité, celle des Émirats Arabes Unis. D'ailleurs, Le Monde nous dit, les Émirats Arabes Unis, c'est un des pays les plus restrictifs en matière de naturalisation, mais lui, il a bénéficié d'une nouvelle loi sur les investisseurs étrangers. Et donc, il vit à Dubaï, Pavel Durov, où est installé le siège de Telegram. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'il a pu devenir français? Bon. Et pourquoi, surtout? Pourquoi il a demandé l'autorisation, enfin pourquoi il a demandé la nationalité française. Et donc Le Monde a interrogé une avocate, Flora Reynolds, pour obtenir la nationalité française. Alors attendez, MT Mac 3, bonjour, cette annonce a été faite un 1er avril, il y a un lien. Alors non, parce qu'en fait la naturalisation a été publiée au journal officiel. Donc il est effectivement français. C'était pas une blague du 1er avril, c'était pas un poisson d'avril. Et donc cette avocate, Flora Reynolds, qui est donc spécialiste du droit des étrangers, nous dit « Pour obtenir la nationalité française, vous devez avoir résidé légalement sur le territoire français pendant une durée de 5 ou 2 ans selon les cas, c'est ce qu'on appelle l'obligation de stage. Vous pouvez obtenir une dispense si vous appartenez à ce que le Code civil appelle l'entité culturelle et linguistique française, soit les pays francophones. »
Ce n'est pas le cas de M. Duroff, rappelle Le Monde, qui a séjourné régulièrement en France ces dernières années dans des hôtels de luxe ou dans la résidence d'Antibes de l'oligarque Roman Abramovitch, mais n'y a jamais habité. Donc il n'a jamais vécu en France. Et donc Le Monde dit, dans ces conditions, il n'y a en réalité qu'une seule procédure pour laquelle Pavel Durov a pu obtenir sa naturalisation, celle dite de l'étranger émérite, une pratique rarissime, très discrète, qui octroie à l'initiative du gouvernement la nationalité française, ouvrez les guillemets, à un étranger francophone qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales. Et donc, ils interrogent un professeur de droit, un Rouen, Vincent Chen, qui dit « Dans le manuel de droit des étrangers que j'ai écrit, cette procédure n'est évoquée qu'une seule fois dans une note de bas de page. C'est dire si elle est donc très très rare, et comme le dit Papanarbre, arbitraire. » Très discrète, mais publiée au JO. Oui, alors ça veut pas dire que... Ça veut pas dire secrète, mais c'est... Non, ils disent pas très discrète, ils disent très rare. Très très rare. Et donc, Le Monde rappelle que c'est pas une première, puisque en 2019, les Échos avaient expliqué que le patron de Snapchat était devenu français, alors qu'il n'était pas résident en France et qu'il n'avait pas de parents français. Que lui aussi donc avait bénéficié d'un dispositif pour les étrangers qui contribue au rayonnement de la France. Mais bon, Le Monde rappelle que lui par contre il parlait français. Donc déjà, première petite chose. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de Duroff, au départ, on nous dit qu'il parle pas français, et puis finalement, l'entourage dit « Mais si, en fait, il parle français. » Donc, l'entreprise Telegram a transmis au monde une copie d'un certificat B1 de langue française obtenu par M. Duroff fin 2020 avec la note de 92,5 sur 100. Salut HP Caméléon, bienvenue. Une porte-parole de l'entreprise certifie que l'homme d'affaires a suivi une procédure régulière et légale et n'a bénéficié d'aucun traitement de faveur sans plus de précision. Alors pourquoi c'est intéressant? D'abord parce que personne ne veut répondre. Jean-Yves Le Drian, qui était ministre des Affaires étrangères quand il a été naturalisé, ne veut pas répondre. Cédric O, qui était secrétaire d'État au numérique, ne veut pas répondre. Happy Family, salut à tous, dur de se réveiller à l'heure, on est sur quoi? Ah, alors Happy Family, on est sur le patron de je vais y arriver, de Telegram qui est devenu français. Et on essaye de comprendre comment il est devenu français. Tu peux devenir français sans résider en France, en mariant un français et en vivant 5 ans avec, mais j'imagine que c'est pas le cas ici. Alors non, ça a pas l'air d'être le cas ici. On confirme que c'est pas ça qui s'est passé a priori. C'est même sûr. Donc, l'Élysée n'a pas répondu, Jean-Yves Le Drian n'a pas répondu, Cédric O n'a pas répondu, personne n'a répondu. Voilà. Donc, Le Monde aussi rappelle que Pavel Durov qui devient français, c'est pas, c'est un peu étonnant, parce que d'abord, la France et Telegram, c'est une histoire un peu complexe. Donc Le Monde dit cette naturalisation n'en demeure pas moins une décision étonnante. Le fondateur de Telegram, qui se dit philosophiquement opposé au principe de l'impôt, bienvenue en France, n'a strictement aucune chance de vouloir installer son entreprise dans l'Hexagone. Surtout en France, surtout si elle est déjà installée à Dubaï, surtout en France comme dans plusieurs autres pays d'Europe, les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont tous en guerre semi-ouverte contre Telegram et sa direction depuis le milieu des années 2010. La messagerie se vante en effet de ne jamais censurer et refuse de coopérer avec la plupart des suppressions de contenu comme avec la quasi-totalité des réquisitions judiciaires. C'était notamment arrivé puisque En Marche, le parti d'Emmanuel Macron, s'était plaint de Telegram parce que des comptes imitaient l'identité de leur parti, et donc ils estimaient que c'était trompeur pour les électeurs. Donc ça c'était en 2021, c'était il y a 2 ans. Et Telegram avait refusé de communiquer toutes ces informations. Ils avaient expliqué qu'ils n'avaient aucune raison de communiquer les informations. Alors c'était une boucle Telegram qui reprenait en effet tous les codes visuels, l'identité visuelle d'En Marche à l'époque. Donc ça c'est rappelé dans Le Monde. Ce qui est aussi
intéressant, c'est que Pavel Durov, il a eu des mots très très durs pour la France. En 2015, rappelle Le Monde, peu après les attentats du 13 novembre, il accusait le gouvernement français d'être aussi responsable que Daesh des attaques. Le gouvernement français, socialiste, dit Le Monde, mais comme c'est entre crochets, on ne sait pas très bien... prend l'argent des Français qui travaillent dur via des taxes horriblement élevées et les dépense en menant des guerres inutiles au Moyen-Orient et en créant un paradis social parasitique pour les immigrés d'Afrique du Nord, écrivait-il dans un message depuis effacé. L'homme d'affaires apprécie pourtant Paris, tout va bien. Où il séjourne régulièrement. Un porte-parole de Télégramme détaille, Monsieur Durov a toujours été un grand admirateur de la culture française et de son histoire et a été très encouragé par les changements politiques mis en place depuis l'élection du président Macron en 2017. Quel charmant personnage, oui, voilà. Alors, je rattrape mon peu au message. Moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi, surtout, quel intérêt pour un gros riche de prendre une nationalité d'un pays où il ne vit pas. Là, comme ça, je pense évasion fiscale ou simplement pure com. En quoi ça peut intéresser Macron? Histrion, voilà qui aide à situer le gars. Ouais, ça situe un peu le bonhomme, en effet. Il est riche, c'est déjà un bon indice. Bah alors, en fait, cette histoire est très frustrante, je vais vous dire, parce qu'on n'a pas de conclusion. À la fin du papier du Monde, mais il y a encore d'autres éléments intéressants. C'est que, en gros, le Monde rappelle quand même que Durov a un petit souci avec ses origines russes et avec les origines russes de son entreprise. Et pour le Monde, à la sortie du papier du Monde, on se dit que c'est peut-être ça finalement la réponse à la question. Pourquoi il veut un passeport français? C'est pour faire oublier ses liens avec la Russie. Puisque le Monde dit, tout ça entre aussi dans le cadre d'une guérilla d'images qu'il mène depuis 2018 pour faire oublier les origines russes de Telegram. Donc, au Financial Times, il disait « Je ne comprends pas pourquoi des médias écrivent que Telegram est basé en Russie. Nous n'avons ni serveur, ni développeur, ni compte en banque, ni bureau dans ce pays. » Et Le Monde, évidemment, qui dit une offensive d'image devenue d'autant plus cruciale depuis l'invasion de l'Ukraine, qui a ravivé les soupçons de collaboration de l'application avec les services de sécurité russes dans les années 2010, que Telegram a toujours vivement démenti. Officiellement, la plateforme a été bloquée pendant 2 ans en Russie, d'avril 2018 à 2020, pour manque de collaboration avec le FSB, donc les services de sécurité russes. Mais les relations entre l'application et le Kremlin semblent depuis s'être nettement réchauffées. Dès le 9 juillet 2020, Ilya Perekovsky, vice-présidente et visage public de Telegram, participait à une table ronde avec le Premier ministre russe, Mikhail Mishustin, dans une ambiance très détendue. Il veut peut-être investir dans Arrêt sur Image, peut-être. Ah bah oui, il veut pas être lié à Poutine. Et bah ça a l'air d'être un peu ça, en tout cas c'est la conclusion du Monde. Hein. En octobre de la même année, il publiait sur Instagram des vidéos d'une balade en quad et d'un échange de plaisanteries avec le gouverneur de la région de Vologda, Oleg Kouchnichnikov. Et en novembre, Ilya Perekovsky bénéficiait d'une injection du tout nouveau vaccin Sputnik V contre le Covid-19 avant qu'il ne soit ouvert au grand public, vantant les mérites du vaccin russe dans les médias. La nationalité française, ça permet de voyager beaucoup plus facilement et sereinement que la nationalité russe, c'est sûr. Ouais, il y a aussi ça, mais alors comme il avait déjà la nationalité émirati, bon, je sais pas si c'est beaucoup mieux. J'en sais rien. Qu'est-ce que la France y gagne? Bah, c'est aussi la question. Alors, on imagine qu'elle y gagne de nouveaux liens, de nouveaux potentiels partenaires économiques. Et donc ce qui est intéressant, c'est que Telegram répond à tout ça, au Monde, sur ces fameux liens avec la Russie. Monsieur Perekovsky a visité la Russie en 2020 comme d'autres pays pour montrer notre bonne volonté lorsque le nouveau gouvernement... D'ailleurs c'est madame, je crois qu'ils se sont trompés, hein, parce que ah non, c'est monsieur. Monsieur Perekovsky a visité la Russie en 2020 comme d'autres pays pour montrer notre bonne volonté lorsque le nouveau gouvernement a renoncé à ses efforts inutiles pour bloquer Telegram. À l'époque, il semblait que la Russie s'apprêtait à connaître une libéralisation sous l'égide du nouveau Premier ministre. Cette période n'a pas duré. Il n'y a aujourd'hui aucun contact entre Telegram et le pouvoir politique russe.
Reste que tout en étant installé à Dubaï, l'entreprise conserve indirectement des liens avec sa Russie natale. Des investisseurs russes, parfois opposés au Kremlin, ont participé à sa tentative d'émission de cryptoactifs, puis à sa levée de fonds par émission de dette en 2021. C'est aussi sur Telegram que VTB, la grande banque publique russe proche du pouvoir et privée d'applications mobiles par les sanctions américaines, a lancé en 2022 un bot, un robot que peut créer n'importe quel utilisateur de substitution. Enfin, en 2020, quand le français Cyril Paglino prend la tête de Ton Labs, une entité qui s'est créée pour reprendre le projet de blockchain imaginé puis abandonné par Telegram, il explique que celle-ci compte 60 chercheurs et ingénieurs basés en Russie, très proches de Telegram, avec beaucoup d'anciens employés de Telegram. Une erreur, assure Telegram, dont aucun développeur n'a jamais été affilié à Ton Labs et qui ne compte aucun employé en Russie. Cyril Paglino n'a pas donné suite aux sollicitations du Monde. Et le Monde rappelle aussi que Pavel Durov a un frère qui est toujours employé par la faculté de mathématiques de Saint-Pétersbourg et qu'il a d'autres liens personnels avec la Russie. Bon, voilà pour cette info un peu bizarre. On a envie d'en savoir plus, franchement. Mais bon, est-ce que c'est juste pour lui une question d'image? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Telegram répond longuement au Monde. J'étais un peu étonné. Mais visiblement, il communique en tout cas sur le sujet. Et donc, si vous voulez aller voir par vous-même le décret Légifrance, il est là. Hop. Et bah super, je me suis trompé de lien. Impeccable. Hop, c'est là. 4 plus 4 égale 8. Et donc, on va faire pomme F. On va pas se fatiguer. Hop. Et il est là, Pavel Durov, né le 10 octobre 84 à Leningrad, en URSS. Le fait qu'il réponde au Monde tend à accréditer la thèse de l'image de marque. Oui, absolument. Absolument. Et en même temps, il a été naturalisé il y a 2 ans. Donc, si c'était une opération de communication, pourquoi attendre que le Monde... Pourquoi attendre un message posté sur Telegram le 1er avril et finalement attendre que le Monde en fasse un article pour communiquer? Un peu bizarre quand même. Mais bon, pourquoi pas, hein. Je vous laisse, je dois aller écouter Carl Olive. Ah bah bon courage. Bon courage Sylvain. À demain. Question influence. D'après le wiki anglais, en février 2023, Durov a été nommé entrepreneur le plus puissant de Dubaï par Arabian Business. Bah voilà. Lastechka, bonjour à toi, bienvenue dans le chat. Le souci, c'est pas qu'il soit français, c'est que c'est un facho qui se plaint que l'État français soit un paradis social, mais n'a pas de souci à accepter une naturalisation facile quand l'État la lui donne. Oui. C'est un peu le problème de tout ça. Bon voilà, je sais plus si je vous ai mis le lien, je vais vous le remettre dans le doute si vous voulez aller lire ça. Hop. Et on va juste faire un point et après on va appeler Adèle qui va venir nous parler de son travail. On va juste faire un point rapide sur la situation au JDD si vous voulez bien. Alors on en a parlé longuement hier, mais pour ceux qui n'étaient pas là. Là, les journalistes du JDD, enfin le JDD, alors pas que les journalistes, les salariés du JDD, sont vent debout. Pourquoi? Parce qu'on essaye de leur imposer Geoffroy Lejeune à la tête de la publication. Geoffroy Lejeune, donc, qui vient de Valeurs Actuelles, qui a été viré de Valeurs Actuelles, parce que l'actionnaire majoritaire de Valeurs Actuelles, Iskandar Safa, jugeait que sa ligne était trop d'extrême droite, trop zémourienne. Bon, le JDD, qui appartient encore, mais pas pour très longtemps, au groupe Lagardère qui a été racheté par Vincent Bolloré. Donc le JDD passe sous drapeau Bolloré, sous drapeau breton, du coup,
pouvez envoyer les drapeaux bretons dans le chat. Salut Zutrezut. Et donc, tout le monde voit dans la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête du JDD la main de Vincent Bolloré. Et donc évidemment, depuis 3-4 jours, tout le monde spécule, mais comment, mais pourquoi, est-ce que la grève du JDD va faire reculer Vincent Bolloré? Qu'est-ce qui se passe? D'autant que Geoffroy Lejeune n'arrive pas seul, il arrive avec Charlotte Dornelas, elle aussi ancienne de Valeurs Actuelles, qui sont partis donc ensemble de l'hebdomadaire d'extrême droite. Pas sûr qu'on soit fier de celui-là, oui. Bah oui, mais il est quand même breton. Hein. Malheureusement, on choisit pas ces bretons, quoi. Donc, on attendait un peu qu'Arnaud Lagardère s'exprime, parce qu'il est encore patron de Lagardère quelque temps. Et donc, il a donné une interview hier au Figaro. Et donc, bon, il y a absolument tout ce qu'on peut attendre d'une interview d'Arnaud Lagardère au Figaro, c'est-à-dire, il répond à tout, mais c'est-à-dire qu'on ne croit absolument à rien, notamment, on va commencer par la fin de l'interview, mais bon, parce que donc le Figaro disent, dans la nomination de Geoffroy Lejeune, certains y voient la main du propriétaire de Vivendi, Vincent Bolloré, qui vient de racheter le groupe Lagardère, et Lagardère assume tout. Il dit « J'ai appelé Geoffroy Lejeune dès son départ de Valeurs Actuelles. J'ai pris cette décision seul. Ni Vincent Bolloré, ni quiconque de Vivendi n'a été impliqué dans cette décision. D'ailleurs, je vous rappelle que la Commission européenne doit définitivement acter le rachat de Lagardère par Vivendi dans les mois qui viennent. Aucune décision opérationnelle de leur part ne peut être prise avant et j'en suis le garant. » Bon, évidemment, personne n'y croit, hein. Mais il est un peu obligé de dire ça, Arnaud Lagardère, parce qu'en effet, il serait totalement illégal que Vincent Bolloré prenne des décisions exécutives dès maintenant au sein du groupe Lagardère. Donc, là, on est sur une bonne grosse dose de protection juridique. On se couvre et on explique que non, pas du tout, Vincent Bolloré n'a pas intervenu dans la vie du groupe Lagardère avant même d'avoir acheté le groupe Lagardère. Ce qui serait très problématique. Et donc sur Geoffroy Lejeune, sur la personnalité de Geoffroy Lejeune, alors là, c'est un travail d'enfumage encore plus fantastique. Donc, question du Figaro, pourquoi recruter Geoffroy Lejeune à la direction de la rédaction du JDD? Il y a eu une opportunité à saisir qui s'appelle Geoffroy Lejeune, un journaliste jeune, talentueux, à l'aise avec le digital. Jérôme Béglé, donc l'ancien directeur de la rédaction, a quant à lui réalisé un formidable travail au JDD et je lui ai proposé un nouveau défi à la direction de la rédaction de Paris Match pour lequel je l'avais déjà vu plusieurs fois. Relance du Figaro. Aux yeux des journalistes, en grève depuis jeudi, l'arrivée de cet ancien patron de la rédaction de Valeurs Actuelles fait peser la menace d'un changement éditorial proche de l'extrême droite. Vous avez vu les pincettes déjà qui sont prises dans la question. Qu'en pensez-vous? C'est inexact, je ne choisis pas Geoffroy dans le but de changer la ligne éditoriale, mais bien évidemment, le JDD doit aussi savoir s'adapter aux évolutions du monde comme nous l'avons toujours fait par le passé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'adapter aux évolutions du monde? On ne sait pas trop, mais on a quand même une petite idée. Le JDD n'a jamais été un journal militant ou un tract idéologique, et il ne le sera jamais. Ce fantasme de l'extrême droite qui s'invite dans notre hebdomadaire n'est pas réel. La nomination de Geoffroy Lejeune est avant tout un choix économique et pas du tout idéologique. Alors c'est très amusant quand on sait que Geoffroy Lejeune a été viré de Valeurs Actuelles aussi parce que les ventes du magazine plongeaient. Donc, quand il dit que c'est un choix économique, on a envie de demander sur quoi c'est basé quand même. La nomination de Geoffroy Lejeune est donc avant tout un choix économique. Il a d'ailleurs reçu et interviewé tout le spectre politique, d'Alexis Corbière à Marine Le Pen, en passant par le président Emmanuel Macron. Et là, je pense qu'on a une partie de la réponse à la question qu'on se posait hier, à savoir, faut-il aller parler dans des médias Bolloré? Là, on a la réponse. Quand vous êtes Alexis Corbière ou Emmanuel Macron, ou, parce qu'il y en a eu d'autres, Marlène Schiappa,
et que vous allez parler à valeur actuelle, vous pouvez être sûr qu'ensuite vous servirez de caution. Voilà le problème. En l'occurrence, quelqu'un a fait remarquer que ce n'est pas Geoffroy Lejeune qui a réalisé ces interviews, mais son frère. Oui, alors c'est Bastien qui a fait les interviews. Mais bon, Geoffroy Lejeune était directeur de la publication, donc je suis pas sûr que ça soit une erreur d'Arnaud Lagardère, hein, honnêtement. Voilà, donc c'est le risque hein, quand on va donner des interviews à valeur actuelle, c'est qu'ensuite on se sert de vous pour faire passer la pilule. C'est pas un argument non plus. Non, alors c'est pas un argument non plus, mais je pense que ça devrait peser un peu quand même dans la prise de décision. Apparemment, Papacito est nommé rédacteur en chef d'Arrêt sur Image, c'est vrai, vous confirmez. Je vois qu'Antoine est très en forme dans le chat ce matin. Et donc, il y a une autre réponse qui est intéressante et qui va peut-être être mal vécue au JDD. Salut Neloum. Le journal n'a pas pu paraître dimanche. Êtes-vous surpris de cette grève? J'ai surtout été étonné par la non-parution du JDD. Je regrette que l'actualité du journal soit instrumentalisée par des commentateurs qui ne nous veulent pas du bien. Le JDD ne peut pas servir de prétexte à des combats idéologiques. Je suis bien plus attaché qu'eux à ce journal, c'est la vie du groupe. Mes interlocuteurs, ce sont nos collaborateurs. Drôle de réponse. On ne sait pas très bien de qui il parle dans cette réponse. Quand il dit « Je regrette que l'actualité du journal soit instrumentalisée par des commentateurs qui ne nous veulent pas du bien ». Parce qu'à la fois, on a l'impression qu'il dit que c'est les commentateurs qui ont provoqué la grève, mais en fait, les journalistes n'ont eu besoin de personne pour faire grève au JDD. Salut Molkin, salut Bête de Contrat, bienvenue. Donc, il est étonné par la non-parution du JDD qui a été décidée par les journalistes qui sont en grève. Ensuite, il dit le JDD ne peut pas servir de prétexte à des combats idéologiques. Mais bon, qui a commencé le combat idéologique? On ne sait pas trop. Et il dit « Je suis bien plus attaché qu'eux à ce journal, c'est la vie du groupe, mes interlocuteurs sont nos collaborateurs, on ne sait toujours pas qui est eux, je suis bien plus attaché qu'eux à ce journal. » C'est voilà, ouais, un peu foutage de gueule, on comprend pas très bien cette réponse. Hein. Clairement, je sais pas très bien comment les gens du JDD vont la recevoir, cette réponse, mais si j'étais eux, je serais moyennement content. D'autant que dans la réponse d'après, il dit « Il n'y a aucun mépris de ma part, que du respect pour les journalistes du JDD. » Bon. On permet d'en douter un petit peu quand même. Voilà, pour le feuilleton JDD, qui est... je crois qu'il y a il y a un rassemblement de soutien ce soir à Paris, pour les journalistes du JDD, qui est organisé par Reporters sans frontières. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours y passer, si vous êtes à Paris, évidemment. Ah oui, si, il y a quand même Pascal Praud, parce que donc Pascal Praud arrive sur Europe 1, depuis RTL, et donc, là encore, pas du tout un signe de synergie avec Bolloré, puisque Pascal Praud est l'animateur star de CNews. Non, pas du tout. Question du Figaro, de grandes manœuvres se préparent aussi à Europe 1, que la dernière news contrôle. Confirmez-vous l'arrivée de Pascal Praud la saison prochaine? Je cours après Pascal Praud depuis 2019, c'est une longue histoire qui a démarré avec le FC Nantes, dont Europe 1 était sponsor. Il nous ferait beaucoup de bien. Nous en avons besoin, et clairement, j'y tiens. J'ai bon espoir qu'il nous rejoigne à la rentrée, nous verrons bien. Je suis perdu, Pascal Praud, il est pas à la télé. Si, il est aussi sur CNews, mais il est aussi à la radio. Il fait les deux. Les gauchistes, on voit le mal partout. Bah ouais, c'est ça notre problème. Il y avait déjà Laurence Ferrari sur Europe. Oui, il y a déjà Laurence Ferrari qui fait à la fois Europe 1 et CNews, Sonia Mabrouk qui fait à la fois Europe 1 et CNews, Dimitri Pavlenko qui fait Europe 1 et alors je sais pas s'il fait encore CNews, mais il me semble quand même. Donc le but assumé d'Europe 1 et CNews, c'était de fonctionner en ce qu'ils appellent en synergie.
Et donc avec des émissions produites à la fois pour la télé et pour la radio et diffusées en même temps à la télé et à la radio. Un peu comme RMC par exemple. Et Europe 1, c'est toujours à la ramasse sur les audiences. Toujours. Ça bouge pas, ça. Salut YOLO. Bienvenue sur ce stream. Nicolas, il n'y a pas Mathieu Bock-Côté qui fait pareil. Nicolas, peut-être. Pardon si j'ai mal prononcé. Il n'y a pas Mathieu Bock-Côté qui fait pareil. Et salut. Si, oui, bien sûr. Oui, de toute façon, tous les éditorialistes européens sont sur CNews et inversement. J'ai l'impression que ça a été moins saignant sur Europe 1 que dans les autres médias repris par Bolloré. Non, alors non, il y a beaucoup de journalistes d'Europe 1 qui sont partis quand ça a été repris. Mais peut-être que ça a été moins médiatisé, je sais pas. C'est sûr qu'après iTélé, bon, on avait... on avait un peu l'habitude malheureusement. Mais bon, on en a déjà discuté hier, on va pas refaire la discussion. Donc voilà pour la QJDD, et si vous le voulez bien, on va appeler Adèle. Alors attendez, clac. Que je retrouve. Voilà. Si vous croyez que j'ai le bon lien sous les yeux, vous vous trompez lourdement. Il faut que je retrouve le lien que j'ai envoyé à Adèle pour la visio, en espérant que tout ça marche, évidemment. Rien n'est moins sûr. Tac. Hop. Est-ce qu'Adèle est là? Adèle est là. Alors, attends, une seconde. Je règle un petit truc. Je nous mets en visio tous les deux. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oula, qu'est-ce que je fais? Attendez, je suis en train de faire n'importe quoi, c'est terrible. Voilà. On te voit. C'est pas parfait, mais c'est pas très grave. Je vais juste mettre ton casque. Est-ce que tu peux parler, vérifier qu'on t'entend? Bonjour, tu m'entends? Alors, moi je t'entends. Est-ce que le chat t'entend? Je vais mettre un casque, ouais. Hop. Normalement c'est bon, tout le monde t'entend. Parfait. C'est faible, alors je ne sais pas comment j'augmente le son par contre. C'est une bonne question ça. Ça marche. Ah attends, parce qu'il y a des gens qui ne t'entendent pas. Je ne sais pas pourquoi. On l'entend plus. Ah attendez. Vas-y, essaye de parler Adèle. Qui es-tu Adèle? Bon, alors. Mon casque qui merde en fait. Là c'est bon ou pas? Vous m'en réentendez là? Ou pas du tout? Ok, bah, je pense que c'est ton casque. Voilà. Bon, bah branche pas. Hein. Oui, je tiens. Ouais. Bah oui, hier, en fait, Paul expliquait, donc pour ceux qui étaient là hier, à la fin de son chat, qu'on avait eu un. Il y avait eu une petite erreur de montage dans. Ah, on t'entend plus, Paul. C'est bon, c'est réglé. Normalement, on m'entend là. Donc, Paul expliquait dans la matinale qu'on avait une petite erreur de montage sur l'émission de la semaine dernière, que du coup, quand on s'en est rendu compte après le tournage, on a décidé de faire un petit rajout dans l'émission. Ah, il y a de l'écho maintenant. Vas-y, je crois que c'est bon là. Ok. Donc, on a essayé de faire un petit rajout dans l'émission. Et où on expliquait justement qu'il y avait une petite erreur. On a fait ça avant publication, en rajoutant la petite partie en fait, du JT de France 2 qui manquait à notre sens
pour être complètement honnête avec le travail du JT de France 2, Paul expliquait ça, il a commencé à y avoir des questions dans le chat, et j'ai pas eu le temps d'y répondre parce qu'ensuite on a coupé, on a arrêté la matinale. Et du coup, on se disait avec Paul que peut-être ça pouvait être intéressant de revenir ce matin là-dessus, parce que ça explique assez bien, ça permet assez bien d'expliquer comment on travaille sur une émission, comment on choisit des montages, comment on les insère dans l'émission, etc., etc. Alors, on parle de quoi? C'est vrai que, Paul, tu veux faire un... Je vais peut-être afficher la page d'émission. Alors, attends. Hop. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais pour ceux qui n'étaient pas là, dans l'émission de vendredi dernier, donc sur le secteur de l'aérien et la pollution, c'était l'émission, on s'interrogeait sur comment les médias traitent la fameuse décarbonation du secteur aérien. Et est-ce que finalement ça existe vraiment un secteur aérien propre? Bon. Et donc on a diffusé notamment un extrait de France 2, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein, un extrait de France 2. Et en fait on s'est rendu compte après l'émission que l'extrait qu'on avait diffusé à nos invités était un peu tronqué. Et du coup avait pu induire en erreur nos invités sur leur analyse, notamment parce que ça donnait une vision assez négative du travail de France 2. Et en fait, on s'est rendu compte après qu'au final, ils avaient plutôt pas trop mal fait leur boulot, France 2. Et donc, du coup, c'était un peu embêtant parce que on les avait critiqués un peu de façon abusive, on va dire. Et donc, après l'émission, on s'est demandé comment faire pour corriger ça et pour que les gens qui regardent l'émission ne soient pas à leur tour trompés. Et du coup, je te laisse raconter ce qu'on a fait, Adèle. Ah oui, bah non, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a décidé de mettre un panneau expliquant qu'il y avait un bout de sujet qui manquait au bon éclairage du débat et qu'on a décidé de le rajouter, histoire que les gens puissent, que les spectateurs, au moment où ils voyaient l'émission, aient un avis éclairé et pas d'image trompeuse du travail de France 2. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est en fait, il y a quelqu'un qui posait la question hier de comment on a pu s'en rendre compte après la diffusion, mais avant la publication. Et en fait, je trouve que ça explique bien comment on travaille. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait un montage pour une émission comme là, l'émission sur l'aviation, on regarde énormément de télé, on regarde plein de choses, on essaye de s'imprégner un peu de ce qui s'est fait, du discours médiatique, etc. Et en fait, on définit des angles. On se dit... ça serait intéressant de montrer telle ou telle chose à nos invités pour qu'ils réagissent sur tel angle qui nous a paru intéressant. Et donc, en regardant un petit peu ce qui se faisait sur l'aviation, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme prisme médiatique autour des questions d'innovation. Une espèce d'amour pour le fait d'aller filmer des petits avions dans des hangars et de tourner autour avec sa caméra, avec des musiques super cool, etc. Et en fait, on a voulu montrer ça. On s'est dit, bon, bah, on va essayer de les faire réagir sur la partie innovation. Sauf que quand on a des invités, qu'on leur propose un montage, nous, on sait pourquoi on l'a monté, mais pas eux. Et donc, eux, ils réagissent, ils peuvent réagir un petit peu sur ce qui, eux, les interpelle dans le montage. Et en fait, c'est ça qui s'est passé dans l'émission de vendredi, c'est qu'en fait, notre invité n'a pas du tout réagi sur la manière de filmer, sur le côté innovation, le côté on va dans tous les petits hangars de France filmer des avions. Lui, ce qui l'a intéressé, c'est une phrase qui était à la fin du montage, où la personne qui présentait un de ces petits avions disait qu'il était neutre en émission. Mais peut-être je vais mettre le passage, non? Bah ouais, si parce tu que veux. Comme ça sera plus clair pour tout le monde. Hop. Alors, attendez, il faut que j'active ça et que... aux ressources. Et voilà, donc il y a aussi tout ça. Quasiment pas dans le débat public, Olivier Deluca. Et par rapport aux trajectoires de décarbonisation de l'aérien, c'est le risque principal. Tous les risques d'arbitrage par rapport aux autres secteurs, arbitrage financier, arbitrage de ressources, arbitrage de... Pour l'objectif zéro émission, bonne nouvelle, nous ne partons pas d'une page blanche. Le projet Vélis Electro est déjà une réalité. On a un premier jeu de batterie à l'avant, et pour des questions d'équilibrage de poids, on a un deuxième paquet à l'arrière. Dans cet appareil de 430 kg, 150 kg rien que pour stocker l'électricité. Mais ça marche. Autre piste, l'électrique. Voici le Green Aerolease, premier avion du genre certifié par l'Agence de sécurité européenne. Plus vert, plus économe. Près de Toulouse, Aura Aero, qui fabrique des avions de voltige, planche sur son propre modèle électrique de 19 places, promis pour 2028.
L'entreprise revendique un intérêt pour plusieurs centaines d'exemplaires de la part de compagnies préoccupées par leur image de pollueurs et pressées d'ouvrir de nouvelles liaisons de proximité. Voici pour la première fois en taille réelle le Dragonfly, un avion à hydrogène développé par une société française. Donc voici le Dragonfly, et qui est un avion équipé de moteurs à hydrogène. Il y a 12 petits moteurs, 2x6 moteurs à hydrogène qui sont répartis le long des ailes et qui permettent à l'avion donc d'être zéro émission, totalement zéro émission. Bonjour, c'est l'équipe d'Arrêt sur Image. Je remets mon micro. Ça, c'est l'extrait tel qu'on l'a diffusé dans l'émission. Et donc, l'invité réagissait en disant bah là, vous voyez, un problème, c'est que les journalistes de France 2 ne disent pas que un avion à hydrogène, ça pollue en fait. C'est-à-dire que ça ne pollue pas, certes, pendant le vol, mais la production d'hydrogène est polluante. Et en fait, il manquait donc ce petit morceau qu'on a ajouté post-montage, où on entend effectivement les journalistes de France 2 Obtenus à partir d'énergie fossile, ce qui est le cas actuellement. Vous avez... qui aurait dû être présent dans le montage. Zéro émission, mais à condition que l'hydrogène ne soit pas obtenu à partir d'énergie fossile, ce qui est le cas actuellement. Vous avez... Voilà, et donc ce deuxième petit bout n'était pas dans le montage initial. Voilà, et donc ce que je disais, c'est que ce que ça montre d'un montage, etc., et de comment on travaille, c'est que quand on choisit d'enlever un montage, on choisit sur une thématique, là c'est la manière de filmer, etc. Et quand les invités répondent, ils choisissent souvent de répondre sur quelque chose qui n'a pas de rapport avec la raison pour laquelle on a fait le montage. Là, en l'occurrence, ils choisissent de répondre sur un truc hyper technique. Et donc, comment on a su, pour répondre à la question d'hier, et comment on a fait la correction avant publication, c'est que on savait qu'il y avait... Enfin, j'aurais dû le monter, hein, c'est pas, j'aurais dû le mettre dans le truc définitif, mais vu que c'était pas là, je l'avais pas gardé. Et donc, quand la personne décide de réagir là-dessus, moi, je sais qu'en fait, il est en train de réagir à côté, parce que ce bout est dans le sujet. Et donc, en sortant du plateau, on se dit, on peut pas laisser l'émission comme ça. Il y a quelque chose qui va tromper la compréhension des spectateurs par rapport au travail de France 2. Et donc, on prend la décision de rajouter ce petit bout. Voilà. Et j'en profite pour dire bonjour à Totoro, nouvelle followeuse, bienvenue dans le chat. Et alors, il y a quelqu'un qui demandait, est-ce que tu regardes l'émission en direct ? En fait, je suis en régie. Quand on tourne les émissions, c'est moi qui lance les sujets en plateau. C'est-à-dire que je suis en régie il y a un ingénieur du son avec moi, il y a un réalisateur, et puis tout ce qui passe, en gros, quand vous voyez le plateau, tout ce qui passe dans les télés en arrière-plan, c'est moi qui le mets en direct. Donc oui, je la vois, toujours, toutes les semaines. Voilà, et ben est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur l'émission, sur les montages, sur comment ça marche, pendant qu'on a Adèle avec nous? Et bon boulot, et ben merci. Merci. Mais c'est vrai que pour le coup, moi qui présente l'émission une fois sur deux, c'est souvent une grande hantise de se rendre compte qu'on s'est trompé après ou qu'on a merdé sur un truc et qu'on a diffusé des images qui étaient trompeuses. Alors, je vois, il fallait le dire à l'oreillette. Il n'y a pas d'oreillette en fait à Arrêt sur Image. Une fois que le plateau est fermé, parfois on peut sortir de régie pendant les sujets pour aller faire une précision à l'animateur ou quoi que ce soit. Mais par contre, on n'a pas de contact avec eux pendant les plateaux parce que on n'a pas de. En fait, non seulement on n'a pas d'oreillette, mais en plus on est dans leur dos, donc on ne pourrait même pas leur montrer un panneau ou je sais pas quoi parce qu'ils ne nous voient pas. Ouais, c'est vrai que quand on est en plateau et qu'on présente, on est un peu seul au monde avec les invités. Ouais. Parfois, ça arrive que quelqu'un ouvre la porte de la régie pour donner une info, mais bon, c'est quand même assez rare, quoi. Aussi parce qu'on n'en a pas souvent besoin, je veux dire. Parce que là, tu t'en es pas rendu compte en direct, en plus. Non, en fait, je me suis dit, mince, c'est un truc, il a réagi sur quelque chose que j'avais pas prévu. Il y a quelque chose qui me dit qu'il y a un problème, et donc je suis allée vérifier en sortant du plateau. Molkin, ça fait plaisir de voir Adèle, on en entend souvent parler, mais on la voit jamais. Et ben voilà. Voilà. Cette partie du reportage est franchement complaisante de la part de France 2. Le contradictoire qui ne figure pas dans l'extrait arrive bien tardivement. En gros, 20 secondes de nuance sur un sujet de plusieurs minutes. Que par ailleurs, ce sujet démontrait... c'est pour ça qu'on l'avait gardé, hein, je veux dire,
on l'avait gardé parce que par ailleurs, c'est un sujet qui est très complaisant avec le côté innovation, avec le côté on va y arriver, on va faire des avions verts, ça va être génial, vous allez voir, l'aérien va faire sa transition. C'est pour ça qu'on l'avait gardé, hein. Mais c'est juste qu'on aime bien être honnête dans nos montages. Donc quand il y a un petit souci ou quoi que ce soit, même si c'est pas, même si ça change pas l'attrait pour l'innovation qu'il y avait dans ce reportage, on préfère le préciser pour que vous ayez la vision la plus honnête possible du travail journalistique. Et on me demande, Nassira elle-même n'avait pas connaissance de la suite du reportage? Alors, Nassira ou Paul, ils regardent la plupart des sujets, mais en fait, il y a certains extraits. Paul, toi, tu les regardes tous, je pense pas. Parce qu'en fait, il y a une partie, en gros, on définit une série de thèmes et on travaille tous les deux toute la semaine, le journaliste et moi. Et il y a certains montages qui sont où, par exemple, Paul ou Nassira vont me dire j'ai vu ça, je veux je veux ce reportage de telle minute à telle minute. Et puis, il y a ces extraits qui sont entièrement faits par moi, recherche, montage, etc. Parce qu'en fait, ils ont plein de choses à gérer, les journalistes. Il faut qu'ils construisent les plateaux, qu'ils fassent les interviews, qu'ils lisent suffisamment et qu'ils engrangent beaucoup d'informations pour pouvoir ensuite mener leurs interviews de la façon la plus efficace possible. Donc, ils n'ont pas forcément toujours le temps sur les montages. Ça, c'est vraiment mon travail. Donc, il y a certains extraits, effectivement, dont ils ne voient que pour lesquels ils ne voient que mon montage. Et du coup, je réponds pas pour Nassira, mais pour le coup, moi, c'est vrai que quand Adèle me présente des montages sur des choses que j'ai pas forcément demandé ou qu'elle a trouvé seule, moi, je lui fais confiance sur l'angle du montage et du coup, je vais pas vérifier ensuite l'intégralité de la séquence, ne serait-ce que parce que typiquement, quand c'est un montage d'une émission de, je sais pas moi, d'un complément d'enquête, pas forcément le temps de regarder 1 heure du complément d'enquête, donc voilà, ça arrive de se baser uniquement sur le montage. Et bah cool, merci beaucoup d'être passé, Adèle. De rien. J'espère que ça se reproduira parce que les gens étaient très contents de te voir. Ah non, on a encore une question, désolé. Question idiote, il n'y a pas de question idiote. Est-ce que vous avez une base de données de tous les sujets abordés par les JT sur les dernières années pour savoir où trouver des reportages? Alors, on n'en a pas. Alors, on n'en a pas une en interne. Alors, si vous voulez voir, vous, parce que c'est accessible à tout le monde, moi, j'utilise beaucoup Google, hein, il n'y a pas de grands types de documentalistes, mais il y a quelque chose qui existe qui moi, m'aide énormément. En fait, l'INA, ils ont une partie, en plus de la partie de conservation de la télévision publique, ils ont une partie de dépôt légal. En fait, ils ont le dépôt légal de la télé. C'est un truc qui fait c'est une obligation légale. Toutes les télévisions versent à l'INA l'intégralité de ce qu'ils diffusent. Et les notices documentaires qui correspondent aux différentes émissions. Et la base de données qui correspond à ça est présente en ligne. Ça s'appelle l'INATech. Et ça, en fait, c'est consultable. Donc, parfois, ça peut m'arriver de passer par là parce qu'en fait, tout est répertorié. Et ensuite, moi, je peux retrouver les fichiers parce qu'on a un certain nombre de fichiers localement chez nous. Exactement, c'est la BNF de la télé. C'est exactement le même principe. Enfin, c'est le dépôt légal de la télé. Alors, la consultation de la base de données, je réponds, la consultation, si vous juste consultez la base de données, c'est gratuit. Après, si jamais vous voulez aller consulter les fichiers correspondants, oui, c'est gratuit, mais par contre, il faut justifier en fait de l'intérêt, c'est-à-dire c'est pas pour le grand public, c'est pour les chercheurs, les journalistes, les étudiants. Enfin, il faut un travail de recherche en fait, parce que ils n'ont pas le droit, par exemple, de commercialiser ces images, ils n'ont pas le droit de les sortir. Elles sont juste là pour des raisons de recherche. Tiens, il y a David Dufresne dans le chat. Salut David. Bienvenue. Bonjour. Et on a envie une question. Quid des VHS des archives d'arrêt sur image? Alors, là, il y a Antoine dans le chat qui en parlerait mieux que moi, mais on est en train de finir de les numériser. Un vieux projet, on en fait quelques-unes quand on a le temps, histoire de les numériser. Donc, on commence à en avoir un certain nombre. C'est comme ça qu'on peut, par exemple, réagir à... Par exemple, on en a mis une, c'était la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, sur un débat avec Sifa 8. C'est comme ça qu'on peut réagir assez vite parce qu'en fait, avant, quand elles n'étaient pas numérisées, quand il y avait une actualité et qu'on voulait vous remettre une ancienne émission, il fallait vite fait qu'on saute sur le magnétoscope, qu'on fasse la numérisation, etc. Là, quasiment tout est numérisé. Enfin,
on commence à avoir un bon pourcentage du fonds qui est numérisé, ce qui nous permet de réagir plus vite quand on veut vous remettre des émissions. Et j'en profite pour dire qu'on est en train de réfléchir à comment les rendre accessibles à tous nos abonnés. Tout à fait. Ce qui n'est pas une mince affaire parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a combien déjà? Plus de 500, hein? Bah écoute, il y en a... oui, ça doit être quelque chose comme ça parce que ça a duré une douzaine d'années. Et puis je pense que c'est une quarantaine d'émissions par an, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça fait un petit paquet d'archives à rendre accessible à tout le monde. Et bah écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Adèle? C'est le moment ou jamais. Comment vous indexez les sujets en eux-mêmes? Il faut tout regarder, taguer, etc. En fait, par rapport à la question, c'est par rapport à ce qui passe à la télé. En fait, on le faisait. Moi, quand je suis arrivée à Arrêt sur Image, ça fait 9 ans que je suis à Arrêt sur Image. Et au début, on avait une base de données interne où on taguait, on indexait tous les jours. Je regardais tous les JT, je les indexais. Mais en fait, c'était très, très, très chronophage pour un usage qui, au final, n'était pas très important. Donc, en fait, on ne fait plus en interne l'indexation. Maintenant, j'utilise ce que je vous disais, des choses extérieures, Google, Binatech ou des choses comme ça. Voilà. Et alors, quelqu'un nous dit, trop bien, je cherche depuis des lustres un Arrêt sur Image sur Disney dans lequel vous avez diffusé un extrait d'un dessin animé sur le livre de la jungle russe avec une animation folle que je n'ai jamais retrouvée. Et bah, c'est The Musician Beer qui nous dit ça. Et bah, écoute, peut-être que très bientôt tu pourras retrouver enfin ce livre de la jungle russe. Ouais, on va regarder parce qu'en plus, c'est intriguant comme message. Je vais aller voir. Je tiens à compatir pour les heures de visionnage sur les sujets difficiles. Ouais, c'est une bonne question. Quand on fait des émissions sur des sujets pas faciles, je pense à, récemment, à l'attaque d'Annecy, par exemple. Ouais, des fois, c'est difficile moralement. Mais c'est pareil pour le journaliste. Hein. Mais là, par exemple, après, chacun réagit différemment. Moi, j'ai pas très bien vécu la semaine harcèlement scolaire, suicide d'enfants, tout ça. C'était pas... ça a été un petit peu dur. Mais bon. Voilà, comme dit Antoine, surtout quand on a des enfants en bas âge, ce qui est mon cas. Donc, Annecy et le harcèlement scolaire, voilà. C'était pas des bonnes semaines. Là. Heureusement, après, on fait le JDD. Voilà. Là, cette semaine, ça va, je retourne dans mes petits chaussons, je regarde Pascal Pro, tout va bien. Du coup, exclu, l'émission de la semaine sera sur le JDD. Voilà. Info exclusive à 8h42. Ok, et bah écoute, merci beaucoup Adèle d'être passée. Alors quelqu'un nous dit qu'il faudrait une FAQ spéciale sans journaliste. Pourquoi pas? Pourquoi pas Bah parce que là, il y a Antoine dans le chat, mais ça m'étonnerait qu'on réussisse à mettre Antoine sur le plateau. On va essayer de le convaincre. Ouais, on va essayer. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que j'ajoute qu'Adèle est journaliste. Donc Adèle, je suis pas journaliste écrivante. Donc Adèle ne serait pas dans cette émission. Je suis une planquée, moi. Et ben voilà. Et ben merci Adèle. Merci beaucoup d'être passée. À la prochaine. Salut. Salut. Voilà, c'était Adèle Bello. Alors désolé pour les problèmes de son, etc. Hein, je tâtonne encore pour les interviews, mais il va falloir que je me règle vite parce que j'aimerais bien à l'avenir qu'on ait, pourquoi pas, une interview de temps en temps dans la matinale. Pourtant, il avait été sur la chaîne de Canard PC, il avait l'air à l'aise. Bah voilà, dites-lui à Antoine qu'il était très à l'aise sur la chaîne de Canard PC. Alors. Eh bien, écoutez, je voulais vous recommander une dernière chose avant de partir. Alors, d'abord, je voulais vous recommander de vous abonner à Arrêt sur Image si vous ne l'êtes pas déjà. Et ensuite, je voulais vous recommander la lecture d'un très bon papier qu'on a publié hier. Papier qui traînait, j'allais dire, depuis longtemps. Et puis finalement, c'est Thibaut Shepman qui n'est pas salarié d'Arrêt sur Image, mais qui est pigiste, qui travaille régulièrement pour nous, qui fait des très très bonnes enquêtes. Et donc c'est une enquête sur Caroline Goldman. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Caroline Goldman, elle a beaucoup fait de médias récemment. C'est la fille de... Oui,
absolument. Et donc, il y a toute une guerre autour de Caroline Goldman et de ses positions sur l'éducation des enfants, puisque elle est anti-éducation positive, et donc plein de médias lui ont donné des tribunes, de la place, etc. Et donc Thibaut démonte un peu tout ça et remonte le fil aussi de cet emballement médiatique. C'est du pur arrêt sur image, franchement, et c'est hyper intéressant. Je vous laisserai aller le lire, je vous spoil pas tout, hop 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 hop, je remonte. Allez le lire, c'est en home d'arrêt sur image. On va se quitter là les amis. C'est quoi l'éducation positive? Eh ben vous irez lire. Voilà, je peux pas vous dire mieux que allez lire. Hop, je vous envoie le lien, comme ça vous avez même pas besoin d'aller sur la home. Et voilà, n'oubliez pas de parrainer si vous êtes abonné et que vous avez des amis qui veulent découvrir Arrêt sur image, utilisez les parrainages, utilisez les cadeaux. Juste ici, à gauche, vous avez le petit logo paquet cadeau qui vous permet d'offrir un article à des amis ou à des proches ou à votre famille. On se retrouve demain matin, même lieu, même heure, 7h15. D'ici là, bon courage pour cette journée de travail. Dormez bien, si vous avez la chance de pouvoir faire une micro-sieste. Dormez bien demain soir. Et on va aller faire un tour chez Marcel Duchemin. Ça vous va? On raid Marcel? Hop! C'est parti. On y va dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Bonne journée tout le monde. Salut, à demain. Ciao. Non, pas de proxy ce soir. Et voilà, j'ai dit que je partais, mais je pars pas. Pas de proxy ce soir, c'est une fois toutes les 2 semaines, donc c'est la semaine prochaine, parce qu'il y avait eu proxy la semaine dernière. Allez, cette fois-ci j'y vais. Salut, bonne journée tout le monde. Ciao.